Bienvenue au podcast de Familio, votre espace de discussion sur les réalités et les défis des professionnels en santé mentale et services sociaux. Bienvenue à ce nouvel épisode de podcast en collaboration avec Alexandre Francisco, psychologue, et Marie-Josée Courval, travailleuse sociale. Nous sommes très excités aujourd'hui. On reçoit un invité de Lyon, Johan Young, qui est psychologue en France, on va prendre le temps de se présenter. Aujourd'hui, on aborde un thème qui est un thème important pour Johan, qui se trouve être l'hypermodernité et l'impact sur la nature humaine. Vous allez voir, le sujet est fascinant, il est vaste et ça a un impact direct sur votre réalité au bureau, au quotidien, là, pour tous les gens qui sont en pratique, que ce soit au privé ou en public. Donc, sans plus tarder, on pourrait peut-être laisser la parole à Johan de se présenter, puis après ça, on va laisser Alexandre et Marie-Josée animer cette discussion-là qui va être passionnante, j'en suis certain. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation à ce podcast donc, sur la question de l'hypermodernité, qui est un thème que je trouve tout à fait intéressant de creuser actuellement, qui pose plein de questions en fait sur l'humain, sur les rapports entre la subjectivité et ses environnements numériques en particulier. Donc moi, je suis Johan Young, je suis psychologue clinicien, je travaille à l'université Lumière Lyon 2, donc je suis maître de conférences HDR et je travaille actuellement sur ce type d'objet. Alors, l'hypermodernité, c'est en train de se développer. C'est-à-dire qu'on est toujours aussi dans cette position où on prend un peu le train en marche. C'est-à-dire que les choses vont tellement vite, s'accélèrent, avec une telle intensité que, voilà, on essaie d'avancer pas à pas et en même temps de pouvoir penser ces objets-là, suppose de pouvoir justement prendre le temps et pour pouvoir peut-être les redéployer de façon différente. Voilà, je travaille ces questions-là et puis je travaille aussi d'autres questions alors autour des enjeux du narcissisme, de l'identité. La question du double aussi, c'est une question qui m'a particulièrement animé pendant un certain nombre d'années puisque j'ai fait ma thèse de doctorat donc sur la question du double, en appui notamment sur les travaux de Winnicott, de René Roussillon et de quelques autres encore. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Super, mais Alexandre et Johan, vous êtes amis, je pense, dans la vie, là, donc peut-être un petit peu mettre en contexte ça, cette relation-là que vous avez développée. Écoute, ça serait de la version courte, c'est j'ai un ancien collègue qui est arrivé dans mon bureau il y a peut-être 15 ans. Il me dit lis ça, la thèse, je pense que ça va t'intéresser. C'est un étudiant de Roussillon, il s'appelle Johan Young. Ça a commencé comme ça. J'ai lu sa thèse, j'ai pris la chance d'y écrire un courriel, il m'a répondu, puis depuis ce temps-là, on a fait des projets, on a publié des articles. Il est venu chez moi à Montréal, on a fait des activités cliniques aussi ensemble. On a fait des conférences, des formations. Il m'a invité à Lyon. C'était vraiment, c'est comme c'est les belles surprises de la vie, là. Donc, on travaille, on a des intérêts, c'est quand même relativement similaire dans nos intérêts. On a différentes façons de voir les choses aussi, mais vraiment un beau cadeau. Donc, c'est comme ça que ça s'est construit ça fait peut-être 15 ans, là. Génial, puis merci pour ça. Puis Marie-Josée, toi, ta relation avec Johan et avec Alexandre? Bien, je connais pas Johan, j'ai bien hâte, aujourd'hui de l'entendre. Puis c'est sûr que j'ai entendu beaucoup Alexandre nous parler, de Johan, des conférences que vous avez données ensemble. Alexandre, tu nous parlais de ce thème de l'hypermodernité. Moi, c'est sûr, ça m'intéresse beaucoup. Je travaille avec les familles, je travaille en soins palliatifs. Il y a des enjeux, autant chez les jeunes, que chez les adultes. Les environnements numériques, entre autres, comment se placer comme parents, comme soignants aussi dans des institutions où les gens nous arrivent avec des demandes, avec de l'information, beaucoup de désinformation. Donc, c'est un thème très intéressant pour moi. J'ai bien hâte, Johan, de t'entendre. Allons-y, dans le thème. Je vous laisse la parole pour nous faire découvrir ce thème-là. Parfait. Ben écoute, tu veux y aller, Johan? On peut peut-être commencer par dire quelques mots sur ce qui caractérise l'hypermodernité, alors qu'il y a un terme très, très à la mode, mais qui en même temps recouvre une réalité, je trouve, très, très précise. Alors on appuie sur un certain nombre d'écrits, donc qui datent maintenant des débuts des années 2000 en particulier. On peut penser à des auteurs comme Gilles Lipovetsky, par exemple, des auteurs aussi comme Elsa Godard, comme Anne Aubert également, qui définissent donc finalement une période contemporaine qui serait
marquée par une radicalisation, au fond, des logiques de la modernité donc dans nos sociétés. Et alors ce qui est tout à fait intéressant, avec le terme d'hypermodernité, c'est que ça marque pas tant une rupture avec la modernité, mais une sorte d'exacerbation. C'est-à-dire que ça vient de l'hubris, donc de la démesure et on va repérer comme caractéristique, par exemple, l'accélération du temps social, le développement aussi des technologies numériques, la question de la mondialisation. On va repérer certaines caractéristiques du côté aussi de la survalorisation de l'individu, de l'hyper-individualisme, de l'hyper-capitalisme. On est vraiment dans ce régime de l'hyper, donc de ce qui va en quelque sorte exacerber ce qu'on a connu en quelque sorte déjà il y a un certain nombre de décennies. Et donc l'hypermodernité, à travers ses différentes caractéristiques, eh bien, va modifier aussi en profondeur, en quelque sorte, la subjectivité, va aussi la pousser à se reconfigurer à travers ces nouvelles caractéristiques, mais au fond, sans qu'il y ait véritablement de changement sur le fond, finalement. On reste des humains déterminés par un certain nombre de logiques psychiques, désirantes, inconscientes, mais d'une certaine manière, il y a un changement de forme, en tout cas au niveau des expressions même de la subjectivité. Et c'est ce qui va donner lieu à toute une série je dirais, de nouveaux comportements, mais aussi de nouvelles façons de vivre. Et puis, on peut quand même parler aussi de nouvelles façons d'aimer, de nouvelles façons de souffrir, ce qui pose aussi toute la question de l'impact que peut avoir notre société contemporaine hypermoderne sur la subjectivité, sur la façon dont elle se réagence, mais dont elle bute parfois sur des points de tension, de difficulté, qui se traduisent par des expressions de souffrance qui peuvent aller jusqu'à des nouvelles formes de psychopathologie, par exemple. Voilà ce qu'on peut dire peut-être pour commencer sur la question de l'hypermodernité. Oui, tu donnes, mettons, des exemples quand tu parles de nouvelles formes de souffrance ou comment ça peut se manifester quand même dans tes recherches puis dans tes observations. Alors, les nouvelles formes de souffrance, il me semble qu'elles sont liées aussi, je dirais, à des enjeux qui sont des enjeux narcissiques. Donc, on parlait déjà dans les années 70-80, déjà d'une certaine culture du narcissisme. Là, on pourrait dire qu'on est aussi dans une culture de l'égotisme. Donc, ça vient quand même exacerber ces enjeux narcissiques. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, aujourd'hui, soit on est confronté, je dirais principalement, je ne sais pas si ça recoupe aussi votre expérience, mais dans nos cabinets de consultation, on a surtout affaire à des souffrances dites narcissiques identitaires, c'est-à-dire des souffrances qui vont plus particulièrement impacter, on va dire, le noyau même de la subjectivité, c'est-à-dire la question du sentiment d'être ou du sentiment continu d'existence. Alors ça n'évacue pas, ça ne met pas forcément de côté toutes les formes de souffrance auxquelles on est aussi rompu, en particulier du côté des souffrances névrotiques. Mais ces souffrances narcissiques vont avoir tendance, avec cette société contemporaine, avec ses différentes caractéristiques, à être mises en avant. Et ce qui va créer, au fond, des troubles psychiques, parfois psychopathologiques, du côté d'un sentiment de vide ou du côté d'une forme d'hyperactivité, d'une nécessité de devoir performer. D'une quête de visibilité incessante. C'est-à-dire qu'on va retrouver ces enjeux-là, en quelque sorte, chauffés à blanc, du fait même des caractéristiques, au fond, de notre société actuelle, et ce qui va être aussi particulièrement renforcé, en fait, par toute la question des nouvelles technologies. On parlait à l'instant de la question de l'accélération du temps. On est passé finalement d'un temps du côté du présentéisme à quelque chose qui serait davantage du côté de l'instantanéité. C'est-à-dire que maintenant, on est dans des demandes, dans des envies, dans des souhaits, et bien d'avoir en quelque sorte ce qu'on souhaite immédiatement. C'est-à-dire qu'on est dans cette logique de l'immédiateté, et au fond, ces logiques de l'immédiateté, de l'instantanéisme, elles nous renvoient au premier chef, finalement, à des enjeux narcissiques très anciens. C'est-à-dire que quand on se représente le bébé, les premiers mois après la naissance, eh bien, on sait que le bébé a besoin d'être satisfait très rapidement, voire immédiatement, pour que justement puisse commencer à se forger un noyau identitaire qui va pouvoir s'établir à partir d'un sentiment narcissique très fort et qui peut s'énoncer finalement assez simplement, c'est-à-dire l'idée de pouvoir avoir tout de suite. Tout de suite, tout ensemble, ou tout en un, de façon illimitée. C'est-à-dire l'idée d'être non seulement à l'origine, de se sentir à l'origine de sa propre satisfaction, ou à l'origine même du monde qui nous entoure, mais aussi d'être dans ces sensations, au fond, ces sensations d'être, d'existence,
autour du tout de suite, tout ensemble, tout en un. Donc, ce qui fait un décalage avec... Merci, Yoann. Excuse-moi, Alexandre, Non, merci de mettre des mots sur ce que je vois en cabinet privé avec autant les couples et les familles. Et ça met des mots sur la crise autour des rôles parentaux, d'ailleurs, autour des rôles conjugaux aussi. Comment je vois beaucoup de culpabilité chez les parents de dire non. Il y a un absolu actuellement de donner à tout prix. Il y a les jeunes qui veulent tout maintenant, tout de suite, sans compromis. Il y a les parents qui sont eux-mêmes pris dans ce mouvement d'accélération de travail, d'argent, de consommation, nos crises aussi financières. Donc, le besoin de faire des compromis dans la famille actuellement, c'est très compliqué. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de tensions, je vais dire, individuelles et collectives au sein des couples et des familles. Et quand tu nous parles d'accélération, le tout de suite, moi, je le vois aussi dans le milieu de la santé. Le bien vivre et le bien mourir est vraiment en crise actuellement. Donc, on ne veut plus mourir. On peut même parler de l'hypermodernité des technologies, de la pharmacologie aussi dans les milieux de soins. Donc, on veut tout sans compromis. On veut vivre à tout prix et autant que les parents ont de la difficulté à dire non à leurs enfants, les soignants actuellement, on a de la difficulté à dire non et à mettre des limites dans notre milieu de la santé. Actuellement, c'est flagrant. Et d'ailleurs, les équipes sont assez souffrantes de ça dans les milieux de soins. Donc, merci de mettre des mots. Mais ce que tu dis, Marie-Josée, ça me parle beaucoup. Enfin, quand tu parles justement de la question du non ou de la limite, du fait justement de... La question du compromis est de plus en plus compliquée. C'est-à-dire que on n'est plus prêt au compromis, on veut la totalité en quelque sorte. Il y a quelque chose qui se radicalise à cet endroit-là, mais ce qui dit à quel point notre société contemporaine hyper moderne nous met en grande difficulté du fait justement de cet instantanéisme, de cette accélération du temps, pour pouvoir symboliser précisément cette question de la limite, pour pouvoir symboliser la question du manque. C'est Elsa Godard qui dit là, dans un de ses audios qu'on est dans une société, par exemple, de la jouissance. C'est-à-dire, société de la jouissance, c'est avoir une espèce de sensation comme ça, complètement, qui nous remplit, mais qui en même temps est extrêmement éphémère, qui ne s'inscrit pas dans le temps. Donc du côté vraiment de détrouer comme ça cette jouissance d'être, d'augmentation même du sentiment d'existence, mais qui tend à retomber un peu comme un soufflet et donc qu'on doit pouvoir entretenir en fait en permanence. Je ne sais pas si tu te souviens, Johan, quand il a dit la jouissance, c'est comme un baril avec un trou un trou au fond. Bah, ça fait pchit. Comment? Elle dit ça fait pchit. Oui, c'est ça, dans le sens que ça fuit. C'est donc, t'es pris dans un pattern où tu cours après la totalité ou la jouissance, puis finalement, il y a un piège dedans, là. C'est ça. Donc du coup, c'est très difficile à symboliser. Là où, effectivement, la question du désir introduirait justement un autre temps, et notamment le temps du manque. Ça, c'est ce que dit notamment Elsa Godard. Et on voit bien comment cette question du désir vient par conséquent borner cette question de la jouissance et permettre justement de maintenir un niveau d'organisation aussi de la vie psychique. Ça, c'est important. Donc, du coup, c'est vrai que la question du non, la question de la limite vont être particulièrement difficiles à symboliser, mais de la même manière, on peut parler aussi de la question de la différence, la question de l'altérité. Et typiquement, cette question de l'altérité, et on le voit bien avec les intelligences artificielles type ChatGPT, mais aussi avec toutes ces nouvelles technologies qui, d'une certaine manière, fluidifient notre rapport au monde, comment l'altérité tend, au fond, à s'atténuer, mais parfois au point d'être totalement réifiée. C'est-à-dire qu'on voit bien ça dans les réseaux sociaux, par exemple. On est dans des logiques algorithmiques affinitaires qui fabriquent précisément de l'entre-soi. On a tous le même avis, donc du coup, ça fabrique aussi de la radicalité, puisqu'en fait, on est dans la même communauté, on est tous d'accord, donc il s'agit encore peut-être de maintenir aussi une certaine forme de différence, mais par une forme de radicalité. Mais parce que la question de la différence fait défaut et a du mal justement à être intégrée, a du mal à être symbolisée, comme l'altérité a du mal à être aussi reconnue et perçue comme étant véritablement étrangère à soi. Alain Damasio a cette formule que je trouve très parlante, il parle de technococon.
C'est-à-dire comment la technologie peut être justement investie comme une sorte de cocon dans lequel justement le sujet se recroqueville et qui va lui permettre justement comment dire, de contourner cette dimension de la différence, de l'altérité, toutes ces aspérités finalement liées au réel et qui d'une certaine manière lui donne du fil à retordre, le pousse à symboliser et donc lui impose un certain travail psychique, parfois long et laborieux. Oui, tout à fait. Ben oui. Écoute, moi, je t'écoutais parler, je me disais, tu n'étais pas loin de l'intelligence artificielle, dans le sens, dans l'impact dans l'impact sur, comme on disait tantôt, sur la nature humaine. Ce que tu décris là, ça a des effets bien concrets sur la subjectivité. Hein, quand tu parles de groupes, hein, qui sont tout ensemble, tout pareil. Donc, l'effet, par exemple, on serait curieux de t'entendre sur la question de la place de l'intelligence artificielle qui, elle, vient impacter la subjectivité des gens. Je ne sais pas comment tu pourrais nous en parler pour qu'on creuse un peu le sujet. Alors sur l'intelligence artificielle, c'est vrai que en ce moment, on est en train de vivre une sorte de boom technologique qui vient bouleverser aussi le rapport qu'on peut avoir à nos environnements, à nos façons d'apprendre, à nos façons d'échanger, d'être en lien et on en est encore probablement, qu'au début, hein, même si c'est déjà largement utilisé. On peut imaginer, enfin dans les années, dans les décennies à venir, à quel point justement ces usages vont avoir tendance à se généraliser et produire là aussi, hein, des transformations profondes au niveau de la subjectivité. Rien que, et on en a tous fait l'expérience, hein, ici, là, le fait de s'adresser même, à la machine, de s'adresser à ChatGPT, à lui poser des questions et rien que le fait de se retrouver face à une réponse, donc qui quand même évoque quelque chose de l'ordre, du vivant et de l'humain, et bien d'emblée déjà, ça nous amène à mobiliser en nous quelque chose de l'ordre de l'animisme en quelque sorte, hein. C'est-à-dire qu'on va considérer, cet objet qui est pourtant radicalement autre, qui est radicalement non vivant, comme quelque chose du côté du vivant humain, hein. Donc déjà, ça ouvre, on pourrait dire, un espace quand même nouveau dans les relations que les sujets, les individus peuvent avoir, avec l'environnement. C'est-à-dire qu'on a là, d'une certaine manière, une nouvelle forme d'altérité avec laquelle on va pouvoir, converser, dialoguer, qui va effectivement nous enseigner, nous guider, nous orienter dans nos choix, qui peut être parfois largement, investi, surinvesti. On pense aux jeunes qui vont utiliser ces objets comme des véritables, assistants virtuels ou qui vont être, des confidents, hein, ça peut même être, investi un peu comme un psy qui serait à portée de main, un psy dans la poche comme ça et qui, d'une certaine manière serait, disponible tout le temps et qui ne jugerait jamais finalement la personne. Donc il me semble qu'il y a quelque chose de particulièrement, remarquable du point de vue justement du lien à cet objet et des effets, que ça peut produire, hein, sur la subjectivité. Je reste, j'ai beaucoup, Yoann, d'ambivalence par rapport à cet aspect. Je vois des gens, puis il y a des en soins palliatifs, entre autres, avec la notion de deuil, il y a de plus en plus de personnes, puis on s'est posé la question en groupe, dans le milieu des soins palliatifs, il y a des applications maintenant de discussion pour les personnes endeuillées et c'est en effet l'intelligence artificielle. Donc, c'est notre nouveau psychologue, notre nouveau travailleur social. Et dans cette réalité-là, je me rends compte qu'il y a des gens qui vont consommer l'intelligence artificielle parce que c'est moins, je veux dire, moins confrontant. Je pourrais dire plus facile pour eux. C'est des gens qui ne veulent pas se montrer vulnérables devant un autre être humain. Donc, ça devient une option possible. Mon ambivalence étant, bien, ce n'est pas un être humain qui travaille en altérité avec toi. Et en même temps, je me dis, c'est des gens qui peut-être ne consommeraient rien et resteraient avec leur souffrance, penseraient au suicide et resteraient très, très seuls. J'ai hâte de voir la suite, en fait. Je veux voir comment ces outils-là vont se déployer parce que ma première idée, c'est non. Puis en même temps, dans la réalité, je vois certains bienfaits, mais en même temps, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, puis les dangers de ça encore, je pense. Oui, c'est assez, vertigineux, c'est difficile aussi d'anticiper, hein. C'est vrai que, avec l'intelligence artificielle générative, ChatGPT, enfin c'est ce type d'outil-là, on est aussi du côté du neutre. On est du côté du neutre au sens où, l'intelligence artificielle ne juge pas. On est du côté du neutre et en même temps,
on a à considérer que ces outils sont tout sauf neutres, au sens où, d'une certaine manière, ils embarquent aussi quelque chose d'une subjectivité humaine, cristallisée, il va être, aussi en quelque sorte, entraîné, d'une certaine manière. Il faut savoir que ces intelligences artificielles, bah, elles nous veulent pas forcément du bien, elles sont sous-tendues aussi par des modèles, économiques, du côté des GAFAM et que finalement, l'enjeu, c'est justement de collecter aussi les données des utilisateurs. Donc ça, il faut être extrêmement, méfiant par rapport à ça et on sait que, bah, une intelligence artificielle mal entraînée peut produire aussi des dégâts très importants ou des mésusages aussi de l'intelligence artificielle peut, peut générer effectivement des troubles, très importants chez le sujet. Donc oui, ça, je crois que c'est des choses qu'il faut avoir en tête, et c'est pour ça que c'est sans doute important de le penser aussi d'une façon encadrée. C'est-à-dire que on peut se dire: «Mais au fond, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer le psy?» par exemple. Bon, ou est-ce qu'on peut penser le psy comme, au fond, une personne, un sujet qui va être, augmenté peut-être de certaines caractéristiques liées à l'intelligence artificielle? Moi, il me semble que, en tout cas pour l'instant, que l'intelligence artificielle n'empêche pas forcément le besoin d'aller rencontrer un autre sujet humain, avec qui on va pouvoir interagir, au sens effectivement de la présence. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait dans le même registre de présence, dès lors qu'on s'adresse à une intelligence artificielle que quand on s'adresse, eh bien, à un autre sujet où on va comme tu le disais Marie-Josée, il y a quelque chose de confrontant. Enfin, on rencontre l'autre, on a aussi, on partage la même unité de lieu avec la personne, donc il y a vraiment un effet de présence qui se dégage aussi de cette situation. Là où pour l'instant, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est médié par une image. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'un gradient de présence qui n'est pas le même. Alors, est-ce qu'il faut encourager ou dissuader ces usages? Sans doute que là, il y a une réflexion, à avoir au cas par cas. Mais que cette utilisation puisse, dans un certain nombre de cas, justement, à ces personnes, endeuillées ou aux prises, justement, avec cette question de la mort, enfin, on peut imaginer que ça peut être une ressource, tout à fait importante. Ce qui amène à la question aussi de la présence, hein, je ne sais pas si tu te souviens de notre échange qu'on avait eu, il y a quelques mois, sur la place, de l'intelligence artificielle. Moi, ça m'avait frappé quand tu m'as dit, imagine Alexandre, ça va tellement être ça va être tellement en miniature que, comme tu as dit, il y avait des bijoux où on peut parler avec la machine, ou on peut même avoir une espèce d'oreillette. Je ne sais pas si tu te souviens de cette séquence-là qu'on avait, parlé. Ça m'avait quand même, j'avais jamais conçu comme ça. Puis quand tu me dis, je dis: «Ah oui», quand tu me dis: «L'IA est dans ton oreille». Oui, Ben là, oui, ça c'est assez vertigineux. C'est vrai que c'est, on a eu cet échange, enfin, à la suite, tu sais, ouais, c'était la lecture que je te partageais dans la d'Alain Damasio, tu sais, qui a écrit un essai qui s'appelle Vallée du silicium et dans cet ouvrage, mais il en parle aussi dans un certain nombre de ses audios. Il anticipe, au fond, une intelligence artificielle, hyper individualisée, qui pourrait se glisser dans des bijoux connectés, hein, donc qui pourrait faire office de micro ou d'oreillette et qui permet en quelque sorte au sujet d'avoir un dialogue permanent avec une IA et avec une IA qui va apprendre effectivement de son utilisateur et qui va s'ajuster toujours au plus près de ce qu'il peut justement exprimer, attendre, formuler en termes de souhaits, de désirs et cetera. Et ce qui est, assez vertigineux et on s'en parlait, hein, ce qui est assez vertigineux, c'est la façon justement dont l'IA, s'inscrit à ce moment-là véritablement dans une forme d'extension de la subjectivité. On pourrait même dire dans une forme d'extension de son propre miroir psychique intérieur. C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'un miroir psychique intérieur avec lequel on va pouvoir échanger, dialoguer, une sorte de double finalement et qui nous permet de nous sentir exister finalement au quotidien, hein. C'est-à-dire qu'on va se parler à soi-même, à voix basse. Parfois on le fait à voix haute, on se croit seul et puis on est entendu par un autre qui nous prend un peu pour un fou. Mais voilà, c'est cette idée d'avoir un miroir intérieur qui va se retrouver relayé et d'une certaine manière prolongé par ces IA, donc miniaturisées, individualisées et qui, d'une certaine manière, à certains moments, peuvent même se substituer peut-être même à la subjectivité. Et c'est ça qui est extrêmement troublant. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on peut prendre, l'IA ou en tout cas ce que l'IA
nous signifie, nous dit, nous répond comme provenant de nous-mêmes, hein. C'est-à-dire qu'il y a bien l'idée d'un prolongement, d'une extension de notre propre subjectivité, mais on pourrait presque imaginer que l'IA, à un moment donné, eh bien, répond même à la place du sujet, se substitue à la subjectivité elle-même. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui viendrait quasiment, fusionner à l'intérieur de soi entre cette IA qui finalement qui apprend du sujet et ce sujet qui est toujours en attente de quelque chose de plus en plus, personnalisé. Alors on le retrouve aussi avec ce qu'on évoquait à l'instant, les soins palliatifs aussi avec Marie-Josée. On peut penser au deadbot, hein, c'est-à-dire au fond ces IA individualisées aussi et qui vont reprendre toutes les caractéristiques des personnes qu'on a perdues, des personnes décédées, des êtres chers qui ont disparu, hein. Par exemple, imaginez une personne qui a perdu son père, à partir de tous les éléments, toutes les traces laissées sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, comment on aurait la possibilité ce qui se fait déjà d'ailleurs, recomposer finalement une personnalité avec laquelle justement le sujet pourrait, dialoguer, à travers cette cristallisation et au fond cet entraînement spécifique d'une IA qui pourrait à ce moment-là, eh bien permettre, de traiter ou en tout cas de peut-être même plus de contourner justement l'expérience de deuil, hein. C'est-à-dire que du coup, ça vient très clairement, changer, modifier le rapport que le sujet peut avoir avec la mort. C'est ce que Damasio dit très clairement, c'est-à-dire que ça vient modifier certains paramètres, essentiels, de la subjectivité. J'ai regardé un documentaire, justement, puis on voyait une mère qui avait perdu sa fille de 5 ans du cancer et reconstituée par des hologrammes, par des Ouais. photos, par des vidéos. La scène est très malaisante. Tu vois la mère qui est à genoux devant un hologramme, mais qui ressemble vraiment beaucoup à sa fille, qui a un peu les mêmes mimiques. Ouais. Moi, j'ai encore ça à l'esprit. Comme, je trouve ça donne froid dans le dos, puis en même temps, comme tu disais, Marie-Josée, ben, ça peut aider. Ça va-tu aider pour faire le deuil? Est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est un moins? C'est un peu les deux. Je voulais juste rajouter, avant que je l'oublie quand même, le moment, en fait, c'était dans notre échange, j'imaginais le cauchemar ou le paradis ou quelque chose entre les deux, qu'un jour je te pose la question, ou que tu me poses la question, comment ça va? Puis c'est mon IA qui va répondre à ma place. Mmh. Fait que donc, Oui, ça laisse perplexe, en tout cas. bah, ça laisse perplexe et puis c'est très inquiétant, c'est-à-dire qu'il y a ce sentiment qu'on pourrait comme ça être, remplacé par la machine. Enfin, moi je trouve que ça ouvre toute cette dimension, enfin de l'inquiétante étrangeté. Alors avec toutes ces gradations, là, on est quand même, je dirais, au paroxysme, de l'étrangeté, mais rien que le fait de dialoguer avec une IA, on sait très bien que c'est une IA, on n'est pas dupe. On sait très bien que c'est une machine, on sait très bien que c'est un programme informatique. On se laisse pas, avoir par ça. Mais en même temps, il y a quelque chose qui, en nous, ne peut pas s'empêcher probablement de constituer, eh bien, cet objet-là comme, présentant un certain nombre de caractéristiques humaines et quelque part, il y a une forme d'adhésion, subjective, vis-à-vis de cet objet. C'est-à-dire qu'on va finalement le créditer d'une certaine forme d'altérité humaine, puisque l'altérité humaine se retrouve tellement bien simulée par moments et tellement en adéquation aussi avec, ce qu'on peut attendre d'elle, que du coup, ça c'est quelque chose qui fonctionne. Donc il me semble que c'est aussi des outils qui, viennent mobiliser en nous des logiques de clivage. C'est-à-dire que d'un côté, on va effectivement, bien repérer qu'on a affaire à une machine, à quelque chose de non vivant, de non humain et d'un autre côté, on croira finalement à l'idée qu'il y a quelque chose d'humain qui est exprimé là. Et ça, c'est assez particulier, c'est assez étrange Est-ce effectivement. est-ce que tu ferais l'équivalence ou un rapprochement avec l'expérience, disons, quand on va voir un film au cinéma ou qu'on écoute une chanson, on sait bien que le chanteur il est pas là, on sait bien que c'est juste un film et pourtant ça nous bouleverse ou Oui, oui, c'est ça. donc est-ce que dans le fond la même chose peut arriver avec, l'IA? C'est-à-dire qu'on le sait bien que c'est juste une machine, mais je le sais bien que c'est juste un écran de télé ou un écran de cinéma et pourtant ça m'impacte et ça peut, je vais dire ça en guillemets, «changer ma vie», ça peut changer des choses à l'intérieur de moi, même si c'est un rapport d'illusion. Puis je me dis: «Est-ce que, l'IA va faire un peu le même effet que quand Mmh. j'assiste à disons un spectacle ou
Oui, oui, mais il y a de ça effectivement et tu dis d'ailleurs: «Je sais bien» et en fait, c'est cette phrase qui a été, le titre d'un livre d'Octave Manoni, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est «Je sais bien, mais quand même», hein. C'est-à-dire que, bah, je sais bien que c'est une machine, qu'elle n'a rien de vivant, mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il y a quelque chose de vivant et d'humain là-dedans et c'est vrai que dans la fiction, on va retrouver quelque chose comme ça. On sait très bien que c'est un film. Bah non, mais n'aie pas peur. Enfin, certes, c'est un film d'horreur, il se passe des choses absolument abominables qui nous font très, très peur et puis vous avez le parent qui va être là, qui va dire: «Mais n'aie pas peur, c'est juste un film». Bah oui, mais ça se passe pas comme ça dans la béatifique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui nous embarque, qui nous immerge. On est aussi dans l'immersion et quelque chose qui vient outrepasser en quelque sorte. C'est logique, ou ça existe ou ça existe pas et je crois qu'il y a quelque chose qui vient se transitionnaliser aussi à cet endroit-là. C'est-à-dire quand on rentre aussi dans un récit, on arrive à mettre en suspens finalement cette question de l'opposition entre le fait que, ça existe ou ça n'existe pas. Au fond, on peut dire que ça vient faire écho à un moment donné sur le sujet et c'est là que ça parle au fond et C'est intéressant, tu es en train de transitionnaliser la IA. pardon? Tu es en train de transitionnaliser l'IA. C'est à la fois une machine et à la fois pas une machine. Mais oui. Mais d'autant que finalement c'est une machine, c'est un objet non vivant, mais qui contient quand même en lui-même, de l'humain quand même cristallisé et qui a été aussi, on pourrait dire, entraîné par de l'humain. Donc il y a bien du geste humain, figé, cristallisé et remobilisé, automatisé, qui se retrouve aussi dans ces IA, ce qui fait que de ces IA aussi des miroirs extrêmement, sophistiqués finalement de nos propres, fonctionnements. Moi, je, je- Faudrait, que j'invite, Yoann dans mon milieu de soins en cancérologie, heu, pour parler, pour mettre des mots avec les gens parce que, on est en train de parler aussi de l'espoir. On a, tu sais, maintenant avec l'IA, une facilité à poser des questions, à une machine sur des traitements, sur les possibilités. L'IA, les possibilités en cancérologie. Donc l'IA va nous donner des, multiples options, mais qui existent peut-être en Europe, aux États-Unis, qui est tu sais, qui existent en fonction d'un contexte précis, d'un patient précis. Donc les gens arrivent avec de l'information qui leur donne espoir. Je le sais bien que, mais donc comme la mère qui a sa petite fille, en fait, sa fausse petite fille décédée en hologramme, c'est le même principe. Donc on va aller, amplifier un espoir chez la personne qui probablement elle-même est ambivalente, mais comment peut-on amorcer un processus de deuil quand on a l'espoir artificiel qui est constamment là? C'est compliqué, Et c'est oui, compliqué. et oui, parce qu'on repousse toujours en fait ce qui va nous impacter, au premier chef, ce qui va nous éveiller en nous, enfin ces Bien angoisses. sûr. Mais c'est vrai que c'est cette question, oui, des limites, de la différence, du manque, de l'altérité qu'on va avoir de plus en plus de mal à intégrer du fait d'avoir à sa disposition, parce que c'est à disposition, c'est là finalement, c'est présent. On a ces réponses-là, non seulement de façon instantanée, mais de façon, extrêmement, détaillée et c'est inépuisable et on peut dire que les IA ne s'épuisent jamais, contrairement, aux humains que nous sommes. On est bien content après une journée de consultation de rentrer chez soi, alors que, l'IA va être d'une endurance absolument à toute épreuve et va pouvoir toujours générer des réponses en permanence et ça c'est, oui, c'est très particulier C'est parce que ça important. ça ça repousse toujours un peu plus loin, eh bien, ce qui peut faire office de limite et qui du coup ouvrirait à ce moment-là un travail psychique, d'élaboration. C'est ce qui fait que du coup ce travail psychique d'élaboration est de moins en moins requis finalement dans notre société contemporaine, ce qui ouvre, plein de questions aussi sur la façon dont on peut se structurer psychiquement lorsqu'on n'a plus tout à fait, je dirais, les mêmes, les mêmes aspérités, les mêmes limites, les mêmes obstacles avec lesquels on doit nécessairement, composer au cours de notre existence. Mais ça, Marie-Josée, c'est super important ce que vous avez eu comme échange parce que ça me faisait penser au fond, je vais essayer de faire une formule un peu, c'est l'étendue de l'IA est proportionnelle à la terreur de mourir.
chez Homo sapiens. Dans le fond, c'est un livre sur ça, c'est Ernest Becker, Denial of Death, 1973. Là. J'ai lu ça quand j'étais à l'université là, avec Mme Kiley. Elle était toute une professeure religieuse, là, elle était vraiment incroyable. Donc, Denial of Death, puis je nous écoutais parler, puis je me suis dit, ah oui, hein, évidemment, je dis ça avec plein de compassion aussi, hein. Mais tu sais, quand tu dis tes patients arrivent, là, puis Marie-Josée, puis ils ont déjà plein d'informations, puis c'est comme pour booster l'espoir. C'est comme il y a un côté de moi qui fait comme ah, que je comprends ça, de chercher d'avoir de l'espoir, puis en même temps, cette espèce d'angoisse-là ultime de celle de notre finitude. Je nous écoutais, je me dis, mon Dieu, l'IA continue il n'y a rien, c'est pas vrai ce que je vais dire, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est encore une méga défense contre l'ultime fin qu'on doit, qui fait partie de la condition humaine. En tout cas, je voulais juste vous partager je trouve ça inspirant ce que vous Oui, disiez, puis ça me fait l'air associé là-dessus. ouais, mais c'est très juste. Mais on voit bien, en plus de ça, enfin, l'IA ne contrarie pas le sujet. Donc, il y a bien cette idée de ne pas contrarier. Et tant qu'on n'est pas contrarié, eh bien, on continue finalement de s'illusionner, on continue à développer des espoirs, et on se fabrique aussi finalement, on se raconte aussi des histoires qui ne seront finalement pas invalidées, mais qui seront au contraire même toujours un peu en partie, accréditées en fait par l'IA, hein, qui va avoir cette posture, je dirais un peu d'accueil inconditionnel. Alors ça nous trouble, nous psychologues, parce qu'on est quand même aussi dans ces logiques-là, mais quand même avec cette idée que, il y a vraiment l'idée de ne pas contrarier, hein, l'idée de soutenir toujours finalement le propos, au point effectivement de lui apporter, crédit et véracité parfois, même si c'est, au final parfois extrêmement délétère, pas aussi pour le sujet. Ça ne lui permet pas, c'est ce que disait Marie-Josée, ça ne permet pas de faire son deuil, ça ne permet pas de se confronter à la limite, à l'altérité. Et du coup, ça nous illusionne et ça nous rend aussi, extrêmement dépendants de ces objets-là. Donc, c'est tout bon, hein, pour l'IA. L'IA sécrète aussi quelque chose de l'ordre d'une dépendance, qui, elle se rend finalement, de plus en plus incontournable, pour être de plus en plus utilisée, et on le sait bien, à des fins aussi, mercantiles, économiques, et cetera. Puis aussi, ce que le sujet, la personne va faire crédit, d'une certaine façon, un crédit psychique à la machine. Hein, parce que dans le sens, je lui attribue des actifs. Même si je sais que c'est un robot ou un ordinateur, je fais quand même une transaction, hein, que je l'humanise. Et quelqu'un mettons, du point de vue d'un psychologue, qui, dans une thérapie, mettons, qui vise un changement, s'il ne confronte pas puis il fait juste valider, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer, là. Mais si je veux éviter de me faire confronter, ben c'est parfait, je vais aller voir l'IA, là. Alors c'est Moi, peut-être ça Jean-François, qui, Ouais, en fait, la question que je me pose, là, on se rend compte que, premièrement, ben, c'est instantané. Hein? C'est instantané, c'est sans relâche. C'est aussi très complaisant. Et ça force la personne, pas sa force, mais ça permet à la personne de se désengager face à sa propre vie. En quelque qu'est-ce que sorte. tu veux dire quand tu... Ben, tantôt, Johan le mentionnait, c'est qu'il va réfléchir à la place de la personne, donc avec ce qui s'en vient. Donc, l'IA va se connecter sur la réalité individuelle de chacune des personnes et je vais pouvoir permettre à l'IA de répondre pour moi, à quelque chose. Donc, une certaine forme de désengagement. Puis ça, je le sais parce qu'on en parle à la cuisine sur l'heure du midi. Les intervenants en parlent de cette réalité-là qu'ils vivent au quotidien avec leur clientèle et avec leurs patients. Comment est-ce que ça vient changer la posture de l'intervenant? Tu sais, on en a parlé à quelques reprises dans les podcasts. Cette posture-là, le cadre aussi, peut-être que ça a un impact. J'aimerais ça vous entendre à ce niveau-là. Donc, toute cette réalité-là qu'on dépeint, comment demain, les professionnels qui doivent travailler avec les patients et les clients doivent s'adapter ou du moins mettre en place des mécanismes qui vont permettre à la personne d'évoluer et de faire la différence entre je suis en train de parler avec l'IA, qui est un robot, mais quand même, j'ai fait confiance, versus Alexandre, Marie-Josée ou Johan, qui sont des psychologues ou des travailleurs sociaux. Mmh. Oui, ça ouvre, des grandes questions, parce que c'est vrai que on peut se poser la question si, le psychologue finalement, à la différence de l'IA, mais à la différence de l'IA d'aujourd'hui peut-être, hein, et telle qu'elle est,
entraînés actuellement, comme ChatGPT, etc. Peut-être qu'à la différence de l'IA, le psychologue, lui, peut justement être dans des modalités de silence, de non-réponse, peut présentifier, actualiser quelque chose de l'ordre de la limite, conformément justement à ce principe qui consiste à un moment donné, justement, à soutenir un processus élaboratif en fait chez le patient. Là où l'IA finalement répond toujours, y compris même quand elle ne le sait pas, hein, quitte à dire des bêtises importantes, heu, il me semble qu'il y a quelque chose qui, du côté du négatif, du manque, du creux, du silence, est difficile encore actuellement à incarner en fait pour les IA et je crois qu'il y a là quelque chose qui peut-être peut être complémentaire dans une certaine mesure, mais qui peut aussi évoluer. C'est-à-dire que le problème des IA à force de se développer, eh bien, c'est que, elles vont développer aussi des modalités particulières et qu'on pourra sans doute, demander, un mode d'intervention spécifique, ce qui est déjà maintenant, possible. Oui, c'est-à-dire que les IA actuellement semblent, moins enclines justement à exprimer quelque chose de l'ordre, du manque, de la limite, typiquement du silence ou le fait de ne pas savoir, ce qui peut être, évidemment le cas du psychologue et qui va être d'ailleurs un principe même méthodologique. Mais est-ce que l'IA Si le s'excuse? patient finalement pardon? Dans la même lignée de ce que pour l'instant, du moins, l'IA, est-ce qu'elle peut s'excuser si elle voit, elle fait une erreur? Comme un thérapeute peut dire, écoutez, je suis désolé, je vous ai bousculé, excusez, j'étais à côté de la traque. Est-ce que l'IA est capable de faire ça? Oui, elle est capable de faire ça. Oui, oui, elle peut dire, qu'elle peut se tromper, mais en même temps, Mais non, mais dire s'excuser, parce que aussi c'est pas pareil, tu sais, dans le sens qu'il y a quelque chose d'affectif si je dis: «Hey, je m'excuse de t'avoir blessé ou de me mettre une excuse d'authentique. Ouais, c'est ça. Mais là où il me semble que, il y a quelque chose vraiment de caractéristique d'une différence, en tout cas pour le moment, il me semble, c'est sur le fait que justement le psychologue dans sa pratique va aussi, revendiquer, auprès du patient, en lui signifiant subtilement le fait qu'il ne sait pas, que c'est pas lui qui sait, hein, que c'est le patient qui sait. Certes, même si le patient ne sait pas qu'il sait, bah, c'est le clinicien, le psychologue qui va, l'accompagner justement à accéder à ce savoir, inconscient, mais que finalement la solution, on sait très bien la recette, la réponse, eh bien, c'est pas le psychologue qui l'a et la et a alors qu'avec l'IA, on va dire qu'il y a plus cet espoir, de sentir que justement elle a la solution. Mmh. Quelle belle illusion. Moi, j'ai envie de répondre à Jean-François aussi, sur, posture et cadre, mais de manière, je dirais, pour ma part, plus générale sur, l'hypermodernité, l'accélération dans laquelle on est. J'ai parlé de limites, au début de notre rencontre. Je pense que c'est d'autant plus important, on en a parlé beaucoup, Alexandre et moi, dans les podcasts, ce cadre-là, cette posture de prendre le temps. Donc, moi, je pense pas qu'on peut être en compétition avec l'IA, heu et tout le temps des processus. Parce qu'en effet, l'instantanéité, moi, je la vis beaucoup. Donc, cette pression de guérir, de soigner rapidement, autant dans les milieux avec les en pratique privée, par exemple, dans les cabinets avec les jeunes, et leurs parents, autant dans, les milieux de soins où c'est vraiment vécu, cette pression de devoir faire vite à tout prix, ne pas frustrer, hein, Johan? On ne doit pas frustrer. Donc autant, moi, je dois garder ma posture de frustrer quand c'est nécessaire parce que je ne peux pas me faire happer, sculpter dans cette accélération-là parce que ça va être un échec et moi-même, je vais être déprimée du travail que je fais parce que je ne ferai pas bien mon travail. Jamais, ça va être impossible. Donc, pour moi, de garder en tête cette posture sur le temps des processus, sur ce cadre. En effet, ça se peut que je frustre et même, avec un collègue, en ce moment, on déploie une nouvelle formation en soins palliatifs avancés pour les milieux de soins et notre base, c'est, le thème de la résonance, selon Armit Rosa,
Donc, accélération, aliénation, c'est notre base. Et au final, c'est les outils, postures, thématiques de deuil qu'on va intégrer dans cette formation-là pour amener chez les soignants une vision, en fait, plus large de prendre le temps avec les gens, la présence est fondamentale. Donc, c'est pas bien faire son travail, c'est pas de donner à tout prix, dire oui à tout prix, absolument donner tout notre temps, se donner à fond pour ne jamais frustrer les gens. Au contraire, si on veut être à côté d'eux dans une posture claire, c'est les aider à intégrer un processus de deuil, justement. Et chez les parents, c'est aussi dans mon travail d'apprendre, bien justement, à prendre du temps aussi pour soi. Donc, on n'est pas esclave de nos enfants. Ça, c'est toute la notion de culpabilité que je vois dans le bureau constamment. Mais en effet, comment aider ces jeunes à intégrer la frustration, intégrer les processus aussi de temps. Donc, pour moi, c'est fondamental actuellement. Puis, je trouve qu'il faut être assez groundé pour arriver à garder cette posture comme intervenant parce qu'on est un peu, je trouve, à contre-courant actuellement de tout ça. Et moi, C'est pas à la mode. moi, je vais juste rajouter, t'as tout dit là, mais je rajoute l'idée qu'il va falloir faire avec l'IA. Mais j'ai une posture où je veux garder la posture clinique de celle qu'on parle depuis le début, là, qui revient hein, dans tous les podcasts, pratiquement. Parce que je pense que peu importe la machine, ça accotera pas la qualité de présence d'un humain. C'est mon hypothèse. Donc, pour rebondir sur ce que tu dis, l'IA, c'est comme ça. À la limite, c'est deux choses différentes. C'est que l'IA va être infiniment plus performante sur plein de sujets, mais quand quelqu'un va avoir besoin d'un silence intime, un silence où il y a une grande présence, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un homme. J'aime mieux les défauts d'Homo sapiens comme thérapeute que d'avoir juste une machine. Même si la machine peut aider pour certaines personnes puis que ça fait de la thérapie de soutien, je maintiens quand même qu'il y a des choses incontournables qu'on va retrouver chez le clinicien et clinicienne. Je suis d'accord avec toi, Alexandre, mais juste quand même juste une nuance, c'est-à-dire que je pense que là, on parle des IA d'aujourd'hui et on parle d'IA aussi qui s'inscrivent dans notre modèle économique capitaliste. Et à ce titre, effectivement, l'idée, c'est toujours de pouvoir répondre dans l'instantanéité. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans des IA qui sont forcément en adéquation avec les caractéristiques mêmes de notre société contemporaine et puis la modernité, donc l'instantanéisme, etc. Alors que, effectivement, il me semble que quand on essaie de s'inscrire du côté du travail psychique, du travail d'élaboration psychique, c'est là où on se retrouve, comme le disait Marie-Josée, à contre-courant, précisément. Et ça, je crois que c'est vraiment une difficulté à laquelle on est confronté et qu'on est obligé de prendre en compte dans nos pratiques. C'est qu'on est dans une société qui, d'une certaine manière, fabrique de l'impatience, fabrique de l'intolérance à la frustration et que on sait très bien qu'en même temps, pour élaborer, pour transformer un certain nombre d'expériences subjectives, on a besoin aussi d'en faire le deuil, on a besoin de les symboliser, on a besoin d'en mettre de côté une partie pour pouvoir en ressaisir peut-être d'une autre manière une autre partie. Et que ça, c'est quelque chose qui rendu plus complexe, plus difficile, du fait justement du flux sociétal dans lequel on est pris et pour lequel on est tous imprégnés. Et c'est vrai que ramener la question du temps, il va être fondamental. C'est-à-dire l'idée de ralentir peut-être à certains moments la cadence et l'idée de réapprendre à prendre le temps peut constituer peut-être une nouvelle forme, un nouveau principe finalement permettant de travailler psychiquement et d'élaborer ce qui fait souffrance à l'intérieur de nous. Moi, je pense que ce que tu viens de dire, je pense que c'est le plus central. Ralentir. Avec nos patients borderline à l'hôpital qui souffrent de troubles narcissiques identitaires, j'ai même des patients qui me connaissent là, dans la thérapie de groupe, puis quand je fais juste la main comme ça, j'attendais, ça ralentissait un peu. Là. Puis à un moment donné, ils vont vite, puis là, ils me regardent. Oui, je sais, il faut que je ralentisse. À petite échelle. Mais ça parle du patient, évidemment, mais ça parle aussi tout à fait de ce que tu viens de dire. Moi, je trouve que c'est
bullseye sur la question de la tolérance à la satisfaction, la durée de la satisfaction, de l'attente de la satisfaction, puis le fait de ralentir. Donc, je pense que c'est là qu'on est à contre-courant. Quand on dit que je le sais pas, que ça va prendre du temps, puis on ne sait pas d'avance où c'est qu'on s'en va. Et que c'est pas populaire, ce que je dis. Non, non, Alexandre, c'est pas plus. Je suis pas en mode, là. Je suis un has-been. Mais c'est le temps de processus dont parlait Marie-Josée. Je crois que ça, c'est vraiment très, très important. On voit bien comment il y aurait un écrasement de cette temporalité à travers justement ces nouveaux outils qui apportent plein d'autres choses, mais qui, de ce côté-là, nous donnent quand même beaucoup de fil à retordre. Ben, en fait, moi, c'est ce que je retiens un peu de la discussion à travers un monde qui va de plus en plus vite, qui réfléchit de plus en plus pour nous. Ben, l'important, c'est de ralentir, de se ramener à qui on est. Puis ça, le rôle de l'intervenant, que ce soit en psychothérapie ou que ce soit au niveau de l'intervention psychosociale, un rôle déterminant à ce niveau-là. Là. Puis ça, je pense que c'est la place que les intervenants doivent prendre et doivent être capables de le proposer aux gens qu'ils rencontrent et d'amener cette importance-là. Puis à quelque part, je pense que tout le monde est d'accord avec cette idée-là que prendre son temps nous permet d'aller plus loin. Il faut juste être capable de prendre cet espace-là où on s'arrête un peu. Pour faire du jardinage. Pour faire du jardinage, entre autres. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci beaucoup, Alexandre. Et un énorme merci à Johan d'être prêté au jeu dans cette discussion-là qui est passionnante. Et je suis certain qu'on pourrait la reprendre dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, puis on sera ailleurs. Ce serait intéressant de nous réécouter parce que dans ce monde-là qui va toujours de plus en plus vite, on se rend compte que notre réalité aujourd'hui sera peut-être différente demain. Puis, on se laisse là-dessus. Hein? Donc, de prendre le temps, c'est ce qu'on veut arriver à faire avec nos clients et nos patients, peu importe qui ils sont ou où ils sont. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes.